Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons cofondé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des centaines de vidéos et de podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous, de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites également. Pour Fabrice, c'est sur musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que j'envoie personnellement, ou encore la formation Superphysique pour les plus passionnés d'entre nous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé et notre application SP Training qui est disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien disponible dans la description. Allez, c'est parti. Salut tout le monde. Alors comme prévu, aujourd'hui je suis seul pour ce Superphysique Podcast. Fabrice étant en déplacement, on va donc se faire un épisode spécial musculation. Il n'y aura pas trop d'anecdotes étant donné que ma vie n'est pas aussi palpitante que celle de Fabrice et que comme vous le savez, je suis passionné d'entraînement. Je suis toujours à la recherche de réponses à mes questions. Et donc, j'ai sélectionné pas mal de questions qui ont été posées sur les forums Superphysique. Je rappelle que vous avez des questions. N'hésitez pas à les utiliser. C'est sur www.superphysique.org. Il y a un petit bouton forum. Vous cliquez dessus et vous verrez qu'il y a pas mal d'animations. Donc, si vous avez des questions, que vous souhaitez rejoindre entre guillemets la communauté en auto-entraînement, en ayant des avis d'autres pratiquants qui s'entraînent peut-être seuls chez eux, ce qui est peut-être votre cas, étant donné que les salles aujourd'hui commerciales sont devenues un peu fourre-tout, le nouveau bistrot des années 2000, et n'hésitez pas, c'est avec plaisir, c'est les derniers forums du web, encore plus quand on parle de musculation naturelle consacrée aux musculations sans dopage. Première question que j'ai sélectionnée, c'est une question de Canatrice, une Canatrice qui nous dit « Bonjour à tous, une question a récemment germé dans mon esprit. J'ai bien compris que plus on est un pratiquant avancé, plus il faut splitter notre entraînement. Et donc on va passer du full body au half body plus au split. Alors pour ceux qui ne savent pas, le full body, c'est entraîner tout le corps à la fois, avec 1 ou 2 exercices par muscle, mais souvent c'est un exercice par groupe musculaire. Le half body, on va diviser son corps en deux. Donc il y a plusieurs façons de le faire. La plus simple, c'est de faire une séance haut, une séance bas. C'est pas ce que je recommande, parce que quand on arrive au moment de faire les bras, on n'a plus de jus. Donc je recommande plutôt un half body, comme vous pouvez retrouver dans l'application SP Training. Si vous n'avez pas de programme et vous souhaitez en prendre un, on en a mis plein au début, c'est de prendre un programme half body et dedans vous aurez les bras juste avant les cuisses et donc vous aurez une séance pec, dos, épaules, ce qui est souvent beaucoup plus motivant pour la plupart des personnes qui se sont pas très motivées par faire les cuisses au début parce qu'ils ont fait beaucoup de foot auparavant. Bref, petite blague. Ma question est que pour une prise de muscle maximale, tant qu'on le peut, a-t-on un intérêt à rester le plus longtemps possible dans des formats full body et half body? Sachant qu'on voit rapidement en quelques mots les limites du full body, j'ai l'impression que le half body, qu'on peut tenir peut-être quelques années, est très sous-estimé et que les pratiquants passent vite au split alors qu'ils sont capables de tenir encore quelques temps le half body. N'est-il pas dans leur intérêt d'exploiter le plus possible ce format d'entraînement avant de passer à un format plus avancé? En somme, ma question est, est-ce que finalement les formats pour débutants et intermédiaires ne seraient-ils pas les plus efficaces et simplement intenables pour ceux qui ont des grosses performances? Alors c'est une très bonne question. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a, toute l'expérience qu'on retranscrit sur Superphysique, dans les podcasts, dans les vidéos, dans les livres qu'on peut faire, on donne en quelque sorte la marche à suivre. Et donc, on essaye d'anticiper ce qui va arriver. Je vais vous donner un exemple concret pour moi. Hier, j'ai fait du K2, donc du bateau, du kayak à 2 places. Donc c'est un truc que j'avais jamais vraiment réussi à faire. Et donc, moi, particulièrement, j'aime pas trop quand il y a des vagues, notamment de profil, et j'aime pas quand on doit tourner, notamment dans un bateau dans lequel je suis plutôt instable. Et donc Ronan, qui est entraîneur au club de Libourne, où je suis pour encore une semaine, le temps passe vite, mais encore une semaine, ça fait déjà une semaine que j'y suis, bref. Et donc, il me prévient pas quand on tourne, en fait. Il y va, on fait la séance, et puis à un moment, on arrive au bout du bassin, donc au bout du lac, et donc on tourne, et je lui dis, mais attention, on tourne. Et il me dit, mais pourquoi tu penses à ce qu'on tourne? Et il dit, on tourne, on n'y pense pas, on y va. Et il avait raison, parce qu'en fait, à anticiper ce qui va se passer,
ce qui va se produire, on se déconnecte entre guillemets de ses propres besoins, de ce qu'on peut faire, de ses capacités. Donc pour reprendre ton exemple Catatrice, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a un temps pendant lequel il faut rester en full body, puis ensuite en half body, puis ensuite en passant en split. C'est plutôt de se dire deux choses. Un, quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux faire? Et deux, donc cet objectif, en général, si on le met de manière grossière, c'est tu veux progresser en musculation. Tu veux augmenter tes performances en série moyenne pour prendre du muscle, tu veux être mieux physiquement, voilà. Je fais un raccourci rapide, mais en gros, c'est ce qu'on veut tous. Et à partir de là, et bah quand tu entraînes en full body et que tu vois qu'à la fin de ton full body, bah t'arrives plus à avoir assez d'énergie pour faire les derniers exercices de manière correcte, tu sens que t'as plus de jus, bah là tu passes en half body. Et quand en half body, la même situation se produit, ou que tu vois que tu as envie de faire plus de volume pour certains muscles, ton ressenti, entre guillemets, ton sixième sens fait que tu dis bah tiens là j'aimerais bien rajouter un exercice de plus pour les bras ou un exercice de plus pour les pecs, ou quand je fais le dos après les pecs, et ben je sens que le dos est impacté, ou vice versa, ou quand je fais les épaules après, bah c'est moins bien. Toi il y a plein de raisons qui peuvent pousser à passer à un split. Donc un split qui peut être en général de faire un ou deux muscles en fonction des préférences de chacun, des disponibilités, des contraintes qu'on a, à accorder plus de temps et surtout de concentration. C'est pas forcément une histoire de temps, mais de concentration et d'énergie, parce qu'on a une attention, une concentration qui est quand même limitée. On n'a pas un influx nerveux illimité, et plus on va progresser en plus en musculation, plus on va apprendre à forcer, plus on va avoir entre guillemets la non-possibilité de faire beaucoup, de faire beaucoup à la fois, sous peine sinon de prendre des longs temps de récupération. Mais ça, d'ailleurs j'ai vu sur le forum cette semaine quelqu'un qui s'étonnait de stagner en prenant des temps de récupération très très courts et qui voulait pas en prendre plus parce que ça le gênait psychologiquement de rien faire pendant 2, 3, 4 minutes. Et donc c'est souvent une des raisons qui explique que certains ne progressent pas, parce que les temps de récupération ne sont pas assez longs entre les séries. Je vous refais pas un cours sur les filières énergétiques entre guillemets, sur le continuum énergétique comme on dit aujourd'hui. D'ailleurs, je vais sortir un très très gros article sur mon site secretdukayak.org sur les bases de l'entraînement en endurance. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais n'hésitez pas à les jeter. Il y a une formation gratuite qui va avec, et en fait c'est surtout une newsletter que j'envoie à chaque fois que je sors un nouvel article. Donc il y a rien d'autre, c'est juste quand je sors un nouvel article, je vous préviens. Donc s'il y en a qui s'intéressent, de pas louper ces articles qui sont sur le sport. Et moins sur la musculation, même si ça peut aider drastiquement à mieux progresser, à mieux durer, à avoir une meilleure longévité, et ben ça se passe sur secretdukayak.org. Bref, donc Catatrice, tu vois, en fait, tu dois pas te poser la question de quand est-ce que je dois passer sur un split, sur un half, quand est-ce que je dois changer ma répartition d'entraînement. C'est quelque chose qui va se faire naturellement en fonction de tes objectifs, de tes capacités de concentration, de comment tu vas forcer, et puis de ce qui te fait plaisir en termes d'entraînement. Personnellement, j'ai jamais aimé m'entraîner en full body, j'ai pas dû en faire beaucoup dans toute ma carrière, entre guillemets, du moins à mes débuts. J'ai vite fait ce qu'on appelait du half body, et j'ai du half body, mais surtout ça ressemblait à entraîner surtout, faire du développé couché, faire des tractions, faire du rowing, faire du squat, faire du soulevé de terre. Ça ressemblait en fait à de la force, quoi. Ça ressemblait à de la force. Et quand j'ai voulu me mettre entre guillemets plus à ce qu'on appelle la musculation bodybuilding, à prendre du muscle, le split s'est imposé lui-même, parce que une fois que tu as fait ton développé couché en série relativement longue, tu as fait ton développé incliné parce que tu connais pas grand-chose en morpho-anatomie, tu t'analyses pas, et donc tu fais du développé incliné pour essayer d'avoir les hautes pecs qui débordent du t-shirt, puis après tu fais tes écartés ou ton pullover, et puis après tu fais peut-être un peu de poulie parce que t'es content de gonfler. Je me souviens d'ailleurs, la première année où j'étais en salle, donc j'avais 16 ans, et donc la première année c'est l'année où j'ai vraiment stagné, pas progressé du tout, et où je m'entraînais mais comme un fou en fait. Et comme il y avait plein de machines que chez moi dans mon garage j'avais pas, j'avais juste un banc, j'avais une cage à squat quand même, j'avais réussi à avoir une poulie haute, une poulie basse. Donc voilà, ça se résumait un peu à ça, hein, parce que j'avais un repose-barre réglable en hauteur. Je suis arrivé, il y avait plein de machines, et donc j'avais envie de tester, de les faire à chaque séance, et j'en arrivais à faire des séances que pec, que dos, mais je faisais, 1h15, 1h20 de pec, mais je faisais 6 exos, quoi. Je me souviens, il y avait une machine convergente pour une déclinée convergente. Elle était vachement sympa, et comme je l'avais en dernier, je faisais le dégressif jusqu'au max, puis après j'étais gonflé comme un ballon, sauf que ça restait pas parce que je n'avais pas vraiment connaissance de ce qui comptait le plus pour prendre du muscle, à savoir la progression en série moyenne. Moi, tant que je gonflais, j'étais content.
Et donc ça a été une année riche en enseignements, riche en erreurs, qui m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Bref, donc cannatrice, les choses vont se faire naturellement, et t'as pas à penser à se dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse, c'est tu t'entraînes et tu dois te connecter à toi-même, même s'il y a des bases en musculation. Si en half body tu progresses et t'es bien à chaque exo, tu vois que tout va bien, et ben continue. Et si tu vois que ça commence à être difficile, que ça te plaît pas particulièrement, que tu prends pas trop de plaisir, et ben voilà, tu changes. Mais souvent, d'expérience, on en arrive tous à la même conclusion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des études ou des formations, entre guillemets, qui sont vendues sur la musculation, autres que les nôtres, bien évidemment, et ben je vois souvent qu'on dit, voilà, la meilleure fréquence pour prendre du muscle, c'est 2 à 3 fois par semaine chaque muscle, mieux vaut faire moins de volume, tout ça. C'est parce que la majorité des gens qui font de la musculation aujourd'hui, dont vous faites peut-être partie, ont pas un niveau suffisant, ont pas les capacités de forcer suffisamment pour mériter cette récupération. Moi, j'aime bien dire, comme pour les temps de récupération entre les séries, il faut mériter sa récupération. Et à partir de là, plus on va forcer, plus on va mettre lourd, plus l'intensité, entre guillemets, et le volume vont être importants. Ça va impacter l'organisme plus fortement, et donc plus on va avoir besoin de récupération entre les séances. Et c'est pour ça que c'est rare qu'un pratiquant avancé ou des pratiquants avancés fassent partie d'une étude scientifique, surtout sur du court terme. Ils vont pas s'entraîner différemment de ce qui marche entre guillemets pour eux. Et comme je dis, on arrive souvent à la même conclusion pour tous les pratiquants avancés en musculation, qui veulent vraiment se transformer, qui sont pas particulièrement doués et donc ont besoin de faire un certain volume d'entraînement. Je rappelle les 3 facteurs de l'hypertrophie qui sont la tension mécanique, donc les poids qu'on utilise, le stress métabolique, c'est le temps sous tension durant la série, mais également durant la séance, et enfin la progression. Quand on réunit les 3, et ben voilà, c'est là qu'on progresse, c'est là qu'on prend du muscle progressivement, et donc quand on trouve son optimal, sur lequel je vais revenir un petit peu après avec une question de Seb, il n'y a pas de raison d'en changer. Donc c'est pour ça que la plupart des études sont pour moi vraiment très 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 faussées, et que si on les lit vraiment en entier, ce que peu de personnes font, on se rend bien compte qu'elles ne s'appliquent pas forcément à nous, surtout que les études, à chaque fois on fait une moyenne, et donc dans cette moyenne, si vous ne le savez pas, si on prend 10 personnes, et ben il va y avoir 3 ou 4 personnes non répondantes, il va y avoir peut-être 5 personnes qui ont des résultats moyens, qui ont progressé, et puis un qui surperforme, et on dit il y en a 6 sur 10 qui ont vraiment super bien progressé, et donc l'étude est significative, c'est ce qui se passe. Sauf que quand on n'est pas doué, et nous avec Superphysique on est plutôt spécialisé dans les gens pas super doués, comme nous, comme moi, comme Fabrice, qui ont toujours des problèmes avant de trouver des solutions à ces problèmes, mais où rien ne se passe jamais comme prévu, comme on pourrait l'imaginer, parce que si on prend exemple sur les personnes qui sont doués, donc qui peuvent faire du half body ou même du full body, et qu'on est super physique, et ben pour nous on a bien vu que ça marchait pas du tout, et qu'on tendait tous à terme vers l'entraînement en split comme étant la meilleure solution pour prendre du muscle, de la force, sur le moyen long terme, encore plus quand on a une vie avec des contraintes, une vie sociale, des enfants, une femme, et que sais-je encore. Donc voilà, cannatrice, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, je voulais répondre maintenant, à une question de Seb, qui est hyper intéressante, qu'on n'a pas, je crois, après on en est à plus de 5 ans d'épisodes, plus de 12 ans d'épisodes même depuis le temps, parce qu'on avait commencé les podcasts en 2010, c'est une question de Seb. Le thème des risques en musculation est malheureusement d'actualité en ce moment sur le podcast Superphysique. Je rappelle que mon associé Fabrice, donc qui n'est pas là cette semaine, a eu une hernie discale semi-paralysante, il a dû se faire opérer en urgence, malgré le fait qu'il faisait vraiment pas mal de choses pour, entre guillemets, ne pas se blesser, mais vraiment beaucoup, et que finalement, le vieillissement et ses excès du passé, dont notamment la pratique du squat à outrance, plusieurs fois par semaine, du développé militaire, aussi, du rowing bar buste penché, qui sont des exercices qui fonctionnent, qui sont très efficaces, mais dont le ratio avantage-inconvénient diminue progressivement au profit des inconvénients au fur et à mesure qu'on vieillit. D'ailleurs, un petit coup de gueule rapide. Je vois beaucoup de choses sur les réseaux en ce moment, parce que je m'y suis remis un petit peu sur Instagram, et je suis très circonspect sur le fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes très jeunes qui vont nous donner des conseils de longévité. C'est souvent des personnes qui ont 20, 25 ans, qui font pas vraiment de la musculation au sens strict du terme pour moi, et qui nous disent comment ne pas se faire mal au dos, voilà l'exercice qu'il faut faire pour pas avoir mal au dos, voilà l'exercice qu'il faut pas faire pour voilà ce qu'il faut faire pour pas avoir mal au coude, si vous avez mal, c'est que vous n'êtes pas assez renforcé, vous n'avez pas les capacités, blablabla. C'est toujours la même chose, c'est toujours une histoire de renforcement.
on nous explique donc des jeunes qui ont 25 ans et donc qui n'ont pas d'expérience en musculation, qui s'entraînent pas concrètement, c'est ce que je vois, hein, ils s'entraînent pas, ils ont pas de physique, ils ont pas de force la plupart. Il y en a certains qui sont très doués, mais voilà, et qui donnent des conseils sur la longévité. Et je suis toujours circonspect de ça parce que je me dis mais moi aussi, à 20 ans, à 22 ans, à 25 ans, je m'entraînais mais comme un sac. Vraiment, c'est quelle année? C'est 2012 pour moi, donc je suis né en 87. Et je me souviens, 25 ans, 2012, c'est pratiquement là où j'étais le plus fort, où j'ai fait 175 au développé couché, où j'ai fait 10 à 170 au squat, où j'avais fait 10 à 210 au soulevé de terre, donc il y a toutes les vidéos sur YouTube. Soulevé de terre, pas avec une technique professionnelle, mais une technique comme ce qui est recommandé aujourd'hui par beaucoup de ces jeunes, à savoir, c'est pas grave si le haut du dos est rond, si on arrondit un peu le bas du dos, mais qu'il est gainé, c'est pas très grave, tout ça. Car, tout ça pour dire que il y a toute cette mouvance aujourd'hui à laquelle je vous invite vraiment à faire attention, parce que c'est très facile de se blesser, et que ces jeunes-là, c'est normal, ils ont l'impression d'avoir découvert le Graal. Ils ont l'impression d'avoir découvert le truc. Bah oui, si quand t'arrondis le dos tu te fais mal, c'est parce que t'es pas renforcé pour arrondir le dos. Sauf que, encore une fois, on va tous être victimes, entre guillemets, du vieillissement à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, j'ai écouté un très très bon podcast de mon pote Sean sur Upside Strength, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast aussi. C'est l'épisode 264 avec Vincent Foulonneau. Et il parle justement pendant une bonne partie du vieillissement. Et donc là, il donne, entre guillemets, d'après les études, d'après ce qu'il a pu observer, parce qu'il est chercheur en même temps et il enseigne en master, il explique quels sont les âges en fonction des disciplines dans lesquelles on est au top et à partir desquelles on va décliner. Et donc il dit bien, je vous laisse écouter le podcast, il est vraiment très très intéressant, notamment la première partie. Après c'est sur l'entraînement au rameur, donc ça vous intéressera peut-être moins. Mais vraiment, et donc quand on passe par ces étapes justement du vieillissement, on sent les choses qui se passent et on comprend bien que c'est pas qu'une histoire de renforcement. C'est pas qu'une histoire de renforcement, c'est en fait que on supporte de moins en moins les grosses contraintes. Il explique, je crois, dans le podcast que, par exemple, sur l'explosivité, on perd, je crois, on perd à partir de 25 ans ou un truc du style. Et c'est vrai que moi, c'est des choses que j'ai l'impression de remarquer, mais souvent on me dit, attends, t'es encore jeune, t'as 35 ans, c'est pas normal que tu fasses tout ça. Mais comme j'ai commencé tôt la muscu et le sport, entre guillemets, de manière intensive, donc juste avant mes 14 ans, et avant je faisais de l'athlé, et je sens tous ces trucs, que c'est pas qu'une histoire de renforcement, c'est vraiment une histoire de s'écouter de plus en plus, de vraiment faire attention aux signaux, et c'est pour ça que je disais à Cadatrice tout à l'heure, voilà, il faut apprendre faut prendre du temps avec soi-même pour se comprendre et voir ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, et ce qui peut marcher le mieux pour nous. Et en muscu, pour prendre du muscle, c'est souvent le split, hein, voilà, qui prend pas forcément plus de temps que le reste, en termes de répartition, mais il faut apprendre à faire équipe avec soi-même, et ça, au début, c'est difficile quand on a été habitué effectivement à ce que tout soit une histoire de souplesse, de renforcement, de mobilité en somme. Et en fait, voilà, c'est pour ça que je vous mets en prudence. Souvent, c'est facile d'avoir mal nulle part quand tu fais pas vraiment de muscu, quand tu t'entraînes à moitié. Voilà, quand tu fais que de la mobilité, que des étirements, c'est facile de pas avoir mal nulle part, hein. Mais dès que tu t'entraînes, tu te rends bien compte que au fur et à mesure que tu vieillis, ton renforcement tient de moins en moins, et de moins, parce que t'es en train de perdre, et tu peux limiter la perte, c'est ce qu'on fait à partir d'un certain âge, et vous écouterez le podcast parce qu'il est vraiment bien, on limite la perte au maximum, mais on peut pas l'éviter, et c'est pour ça qu'on récupère moins bien, qu'il y a plus de dégradation, et c'est pourquoi avec le recul, j'ai envie de dire deux choses, c'est que je vais me dire une seule chose, il y a un âge pour tout, tout en sachant que il y aura des conséquences, comme les a vécu Fabrice, pour ceux qui sont pas spécialement hyper solides, sont pas... Donc c'est toujours, quand on fait un exercice, quand on fait un entraînement, de se dire bénéfice-risque. Est-ce que ça a un intérêt pour moi ou pas? Ou est-ce que ça n'en a pas? Et à partir de là, on va choisir de faire ou pas en connaissance de cause. Alors, je reviens sur mon petit coup de gueule, voilà, maintenant que c'est fait. Attention donc à ceux qui s'entraînent pas et qui sont jeunes et qui ont découvert l'eau chaude. Alors Seb, vos conseils étaient d'éviter certains exercices et d'utiliser des séries longues, si on cherche à favoriser les articulations. Mais il y aura peut-être une autre piste que vous pourriez aborder lors d'un podcast, les exercices en statique. On peut aussi appliquer les principes de la musculation. Si on considère qu'un mouvement prend 3 secondes, autour de 15 secondes, on travaille sa force, autour de 30 secondes l'hypertrophie et d'une minute l'endurance. Je rappelle sur les 3 facteurs de l'hypertrophie que la moyenne c'est entre 30 et 60 secondes de temps sous tension. Un débat, mais voilà, c'est en gros la fourchette.
L'avantage sera au niveau des tendons, car on ne les étire pas. C'est peut-être intéressant lorsqu'on a tendance à faire des tendinites. Alors tendinite, entre guillemets, je mets parce que le terme, c'est le terme un peu général, mais aujourd'hui on parle plus de tendinopathie, dans le sens où il n'y aurait pas d'inflammation. C'est bizarre parce que moi je sens bien des fois quand j'ai mal quelque part et que j'associe ça au mot tendinite, parce que j'ai l'habitude de ça, je vois bien que c'est tout gonflé. Bref, on parle plus de tendinopathie aujourd'hui, avec différentes variantes. Il y a aussi peu de risques de faire des faux mouvements quand on ne bouge pas, ce qui minimise aussi le risque de blessure. Enfin, maintenir une charge à mi-course est souvent plus difficile, du coup, on travaille avec une charge plus faible. Cela devrait aussi minimiser les risques de blessure. Je lance cette idée un peu en l'air surtout, car je trouve peu d'informations à ce sujet. Du coup, je trouverais intéressant d'aborder ce sujet en podcast. Si on réfléchit bien, il n'y a presque un seul exercice statique populaire en musculation, c'est le gainage. Pourquoi limiter le statique pour la gaine abdominale? Et là, c'est une super question. Il y a d'ailleurs Pat JJB, donc il doit sans doute faire du jiu-jitsu brésilien, qui en parle, parce que il a chopé des gros avant-bras à force de faire du JJB. Et ça, je veux bien le croire, parce que j'en avais fait un petit peu, et je me souviens que j'avais les avant-bras tout gonflés, démontés au début. Je sentais que voilà, c'était hyper difficile. Alors Seb, c'est une excellente question. Alors l'exercice en statique, c'est ce qu'on appelle l'isométrie. C'est donc faire un exercice sans qu'il y ait de mouvement. Quand vous étiez gamin, sans doute à l'école, vous avez fait la chaise. Donc contre un mur, vous faites la chaise, voilà, ça c'est de l'isométrie. Il cite le gainage, donc la fameuse planche, on reste en statique, il y a le gainage oblique, il y a le gainage inversé, voilà, c'est important de faire les 4. Je rappelle que tout ça, j'en parle dans le tome 1 de la méthode Superphysique pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin. Bref. Et donc, pourquoi on fait pas ça? En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a simplifié un peu les 3 facteurs de l'hypertrophie, qui sont la tension mécanique, le stress métabolique et la progression, mais ce qu'on sait, surtout d'expérience, c'est que l'étirement avec des poids, c'est-à-dire la phase négative des exercices, est ce qu'il y a de plus traumatisant pour nos muscles, aussi pour nos articulations, nos tendons, voilà, mais c'est le plus traumatisant, et c'est ce qui va être le plus, on va dire, efficace pour prendre du muscle. En deuxième, ça va être la phase positive. Mais la phase positive, comme il n'y a pas l'étirement avant, si on faisait que la phase concentrique, il faudrait un volume important pour se développer. Et c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de sports. Si tu regardes l'aviron, ou le kayak, ou le cyclisme, où il n'y a pas de phase négative, et ben en fait, pour se développer, et c'est pas leur but initial, c'est une conséquence, un effet secondaire de leur pratique, tu fais beaucoup de répétitions. Et tu arrives, avec ce concentrique, à te développer. Donc je prends un exemple au kayak. On donne en moyenne, je simplifie, 80 coups par minute, donc c'est-à-dire 40 de chaque côté. Si la séance dure 1 heure, tu vois bien que tu fais 2400 reps par heure d'entraînement, ce qui est assez énorme. Et donc, c'est comme ça que les gars en kayak, si tu regardes un peu leur physique, et ben ils ont des physiques de fou, sachant que la pagaie, si tu as une pagaie, je crois, les études avaient montré que tu mets 30 à 40 kilos, voilà, pour les meilleurs, à chaque coup de pagaie. Donc c'est comme si tu faisais un rowing en exagérant, 30-40 kilos pendant 1 heure, 2400 reps. Donc tu comprends bien qu'à force tu te développes. Mais il n'y a pas l'étirement, ce qui fait que il n'y a pas la phase négative, donc c'est beaucoup moins traumatisant pour les articulations, pour les muscles, ce qui fait que tu peux répéter ça plus souvent. Donc ça peut être un choix. Maintenant, le statique, eh ben en fait, c'est peu populaire. Ça a été populaire sur les forums avec Seb33, putain, j'ai plus son nom, Sébastien Bem. Voilà, il s'appelait Sébastien Bem, qui était assez fan de l'isométrie pendant un temps sur les forums Superphysique, donc ça doit pouvoir se retrouver. C'était hyper intéressant, ça ouvrait pas mal de pistes, bref, et donc c'est pas très populaire, parce que d'un point de vue développement des muscles, eh ben on est proche de 0, parce qu'il n'y a pas cette phase excentrique, il n'y a pas cette phase positive, et surtout c'est que les gains que tu fais en force en statique sont, entre guillemets, de ce que je me souviens, autour de 15 degrés en dessous et 15 degrés au-dessus du mouvement. Donc si tu fais la chaise, tu vas prendre de la force forcément à la position où t'es, et puis c'est à 90, et puis à 105 degrés, et puis en dessous à 75 degrés. Donc tu vas prendre de la force sur 75 à 105 degrés, sur 30%, et donc, eh ben, ça peut être intéressant si par exemple, je sais pas, au développé couché, tu coinces toujours au même moment, c'est-à-dire quand les coudes sont à 90, ben là c'est sûr que ça peut être intéressant. Il y a des techniques comme ça qui existent, comme le statodynamique, qui mêle un petit peu les deux. Il y a un article sur Superphysique pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur le statodynamique, superphysique.org, pour rappel. Mais c'est sûr que les risques sont diminués.
comme il n'y a pas de mouvement, alors après il faut faire attention parce que on sait d'expérience, et je le dis souvent à mes élèves en BPGEPS, je rappelle que je donne des cours en BPGEPS pour les futurs coachs sportifs à Sport Léman. Donc si vous souhaitez être bien formé, c'est là qu'il faut être. C'est que quand tu as une contraction maximale de tes muscles, tu sens que l'articulation aime pas beaucoup. On avait découvert ça avec l'électrostimulation, je crois dans les années 2006, 2007, 2008, on en a fait beaucoup sous l'impulsion de Michael Gundil, auteur de super livres avec Fred Delavier, que je vous invite vraiment à vous procurer. Et lui, il avait popularisé un peu ça au sein d'articles du Monde du muscle sur l'électrostimulation, et donc on s'est dit, ah bah tiens, c'est génial, et comme à l'époque je le côtoyais pas mal, notamment pour regarder des vidéos d'entraînement, les décortiquer, tout ça des pros, je m'étais dit, bah tiens, je vais en acheter un, on va tester. Puis donc tout le monde, Fabrice, moi-même, on avait acheté des électrosimulateurs de différentes marques pour tester, et on s'était effectivement rendu compte que quand on mettait l'appareil à puissance maximale, même s'il fallait se bloquer l'articulation, on sentait que, oulala, ça n'aimait pas. Vraiment, on sentait que c'était pas bon. On sentait que l'articulation n'aimait pas, que le traumatisme sur l'articulation, il était quand même présent. On avait vraiment l'impression que, je me souviens sur les quadriceps, je faisais ça parce que j'avais eu, c'est à l'époque, je crois, où je m'étais fait le ménisque. À ce moment-là que j'avais découvert l'électro. Ouais, je crois que c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là, ou après quand j'ai eu un syndrome rotulien. Bref, je sais plus trop. Et donc j'en faisais beaucoup, j'en faisais 3 fois par semaine. Et je me souviens qu'au début, fallait que je me cale, et j'avais l'impression que ça allait m'écraser les genoux, hein. Vraiment, après ça passait la sensation, mais on sentait que c'était pas très agréable. Tout ça pour dire que quand tu contractes vraiment très fortement tes muscles, tes articulations n'aiment pas. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais de l'isométrie, donc des mouvements statiques, en fait, tes muscles vont s'allonger un petit peu, le tendon va se raccourcir et le muscle va s'allonger un petit peu progressivement. Donc il y a quand même un petit mouvement musculaire, même s'il se voit pas. C'est ce qui explique que souvent ça aide à être plus explosif, t'as le tendon plus court, et donc t'arrives à accumuler entre guillemets plus d'énergie élastique. Bref, je m'attarde pas sur ça aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, il faut regarder le schéma de Hill pour voir les composants élastiques du muscle. Alors, l'avantage effectivement, c'est que c'est peu traumatisant si tu le fais léger, mais sinon, ça n'a pas spécialement de sens. Et en musculation, ça n'a pas de sens pour prendre du muscle, pour prendre de la force de manière globale, et ça obligerait, si tu voulais te renforcer sur tous les degrés, entre guillemets, à faire plein de séries à différents degrés, et donc tu comprends bien que ce serait compliqué. Après, ça peut avoir du sens en prépa physique, si tu veux te renforcer sur certaines positions, parce que ta discipline sportive, comme n'importe quelle discipline sportive, en fait, elle induit des déséquilibres. Il n'y a aucune activité physique sportive qui permet un physique équilibré. Et en musculation, si le gainage, la planche est populaire, c'est parce que c'est un exercice facile qui ne demande pas grand chose, je pense que c'est un peu à tort, mais c'est parce que si on parle de l'entraînement des abdominaux, et qu'on reprend le schéma qui a débat, mais qui est quand même assez intéressant de Gray Cook, c'est que la sangle abdominale et lombaire, à la base, c'est fait pour être stable. C'est fait pour stabiliser. Donc toute cette zone lombaire, elle doit avoir la capacité, avec les abdominaux, le carré des lombes, donc le grand droit, les obliques externes, internes, transverses, de stabiliser la colonne. C'est ça qui va te permettre en sport, entre guillemets, quand tu cours, de bien transmettre de la force aux cuisses, et puis de pas te déformer, de pas être un chamallow. Et donc, leur fonction, entre guillemets, de base, c'est ça. C'est de pouvoir stabiliser. Si tu peux pas stabiliser, ensuite, tous les mouvements que tu vas faire, tu vas manquer de gainage. Et le gainage, ça s'applique à chaque articulation, hein. Il faut pouvoir être gainé des épaules. Donc, les muscles s'activent au bon moment pour pouvoir gainer l'épaule. Sinon, t'es instable. Les genoux, les chevilles, voilà. Donc, ceux que ça intéresse peuvent aller voir le schéma de Gray Cook. Et je crois que je l'ai mis dans mon article, le meilleur exercice pour les abdominaux, sur rudykoya.com. Pour ceux qui veulent aller voir, vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche abdominaux Rudy, et puis vous devriez tomber sur l'article. J'avais mis le schéma parce qu'il était intéressant, même s'il y a débat. Et donc c'est pour ça que la base pour l'entraînement des abdominaux, de la ceinture abdominale et lombaire, entre guillemets, c'est de faire du gainage, c'est d'apprendre à gainer. Mais la planche, ce n'est que le premier exercice débutant à faire. On ne doit pas rester là-dessus. Fabrice faisait ça à un moment, pour ceux qui écoutent les podcasts depuis longtemps, ces fameux 12 minutes d'exercice statique pour les abdominaux, c'est bien, mais pour ceux qui ont des vrais objectifs sportifs ou même de développement musculaire, c'est pas suffisant, sachant que
Comme je viens de le dire, c'est pas très efficace d'un point de vue développement musculaire, mais c'est la base de l'entraînement pour les abdominaux de faire de l'anti-flexion, de l'anti-extension, de l'anti-rotation et de l'anti-inclinaison. C'est la base. Sauf que, tu vois, avec la planche, on fait pas grand chose, on fait de l'anti-extension, et quand on fait du gainage oblique, on fait de l'anti-inclinaison. Il manque donc 2 exercices qui sont plutôt importants, j'ai envie de dire, pour avoir une colonne, entre guillemets, en bonne santé, parce qu'une fois que tu as les muscles qui sont solides, qui peuvent se contracter quand tu veux, entre guillemets, tu peux gainer quand tu veux, c'est là que faire des mouvements, ça devient beaucoup moins dangereux. Si t'as pas de muscles et pas de gainage, et que tu fais des mouvements, t'arrondis, t'inclines, tout ça, en fait, les mouvements sont pas supportés par tes muscles, et donc c'est tout le reste qui trinque. Et donc on pourrait se dire, voilà la solution pour pas avoir mal au dos. Sauf que tu vas vieillir. Tu vas vieillir et qu'à un moment, tes muscles seront de moins en moins forts, même si tu peux ralentir ce vieillissement en faisant des choses. Mais ça, c'est de manière individuelle. Donc voilà, Seb, c'était une très bonne question, mais c'est pour ça qu'on fait pas de statique. Alors, une autre question que j'ai sélectionnée, c'est Linearity qui dit qui stagne au bout de 3 mois. Alors, c'est intéressant. Je vous lis rapidement ce qu'il a mis parce qu'il a écrit un pavé. Donc ça fait deux semaines. Alors j'ai commencé la musculation début septembre. Pendant 2 semaines, je testais un peu tout. Et à partir de mi-septembre, j'ai commencé à appliquer un programme et une diète que j'utilise encore. Donc on est en décembre, donc ça fait 3 mois. Au tout début, tout allait bien, je progressais quasiment de séance en séance sur tous les exercices, sauf que depuis environ 1 mois, j'ai constaté un net coup d'arrêt, quasiment du jour au lendemain. Après passer certains poids sur des exercices, impossible d'augmenter davantage. Petit exemple, j'ai démarré barre à vide au développé couché, et début novembre, j'étais déjà passé à 40 kg. Depuis, impossible de dépasser 40 kg dans ma séance half body où je travaille le haut du corps, et où le développé couché est en 2e position. J'ai gagné 2 répétitions sur le développé couché de cette séance, voilà. Je trouve plutôt faible de manière générale, et surtout pour un débutant dont on dit qu'il bénéficie des noob gains, donc des gains du débutant, et d'une progression explosive à ses débuts. La question n'est pas de savoir s'il est normal que la progression finisse par ralentir, puisque je sais que oui, je me demandais juste s'il est normal qu'elle ralentisse aussi rapidement, puisque je pensais que la période de grâce des débutants, qui progresse vite, durerait plus que 3 mois. En parcourant le forum, j'ai vu que certains ténors affirmant qu'un débutant n'a même pas besoin de s'embêter avec un programme hyper structuré autour du début. J'ai l'impression d'être plus consciencieux que ce qui est souvent observé chez les débutants, et d'avoir une progression pourtant bien moindre. En ce qui concerne les résultats visuels, je rends plus athlétique, j'ai perdu un peu de gras au niveau du ventre, mais rien de transcendant. En revanche, certains pratiquants m'ont dit qu'en 3 mois, on pouvait avoir bien mieux, et qu'il fallait que je mange davantage, ce qui suscite mon interrogation. Alors, est-ce que le problème est le manque de calories ? Sans doute, et j'ai augmenté les doses depuis 2 semaines, notamment au niveau des glucides. Le sommeil n'est pas parfait, mais il m'arrive de faire de meilleures séances en ayant passé une mauvaise nuit. Ça c'est parce que t'es jeune, ça va pas durer. D'ailleurs, je pourrais citer d'autres problèmes qui m'empêchent de progresser. Soulevé de terre roumain, donc c'est du soulevé de terre jambes semi-tendues, notamment pour la chaîne postérieure, donc tout ce qui est fessier et ischio, où mes mains lâchent la barre malgré l'utilisation de magnésie. La presse à cuisse, où 1 fois sur 2 je me crame nerveusement car je loupe mon échauffement. En clair, à chaque exercice, un problème spécifique qui me demande de réfléchir. On est loin du débutant qui peut se permettre de pousser sans réfléchir. Petit point positif dans cet océan de malheur, alors que je ne sentais quasiment rien quand je m'entraînais, je me sens de plus en plus congestionné juste après avoir fait un exercice. Aujourd'hui, ayant été l'apothéose, où je n'avais jamais ressenti une telle congestion. C'est un bon signe, j'imagine. Je mets à disposition mes programmes. Et donc, il met son programme, vous allez voir, vous allez entendre en tout cas, jour 1, squat, soulevé de terre roumain, développé militaire debout, tirage vertical poulie. Ensuite, il fait des crunch lestés et extension mollet à une jambe. Jour 2, traction pronation, développé couché barre, rowing poulie basse, développé militaire debout. Ah, il aime le développé militaire. Et curl bar Eusen en superset avec extension triceps à la poulie. Et enfin, jour 3, il refait une sorte de full body, développé couché, rowing poulie basse, presse à cuisse et leg curl, et encore un superset bras et un peu d'élévation latérale. Et donc sa diète est assez classique, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et donc il se demande, est-ce que c'est normal Bizarre, ça fait même pas 3 mois que je m'entraîne, je stagne déjà, mon programme, on me l'a fait, donc on a discuté un petit peu sur le forum, c'est un coach qui me l'a fait, pourtant il est bien, tout ça. Et donc je lui ai demandé quel âge il avait, il a 23 ans, donc c'est un jeune, et ce qui s'avère, malheureusement, c'est que Linearity, il n'a pas d'antécédents sportifs. En fait, il a jamais fait de sport durant son enfance et son adolescence, il démarre donc l'activité, la musculation à 23 ans, sans avoir de conscientisation de son corps, sans avoir de proprioception, sans avoir de
de connexion nerveuse entre son cerveau et ses muscles déjà bien établis, avec beaucoup de myéline. En fait, tout est nouveau pour lui. Et les gains du débutant dont on parlait il y a très 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 longtemps, je vais boire un petit coup, ne partez pas. Dont on parlait il y a encore une dizaine d'années, en fait, nous on progressait sans trop se poser de questions, parce qu'on avait des gros antécédents sportifs. Et des gros, entre guillemets, moi j'ai jamais fait une année sans sport. Quand j'étais gamin, j'ai fait du karaté, donc bon, c'était 1 ou 2 fois par semaine, on faisait surtout des galipettes, on faisait des katas, voilà. Pour la référence, je suis ceinture jaune, donc attention à vous. Ensuite, j'ai fait du tennis. J'ai fait 1 an, mais j'étais nul aussi, j'étais balle blanche, mais j'ai quand même fait du tennis 2 fois par semaine. Ensuite, j'ai fait du tennis de table, donc ce qu'on appelle du ping-pong, mais tennis de table, c'est quand même plus classe. Donc où là, j'étais bien meilleur. Et en même temps, j'ai commencé l'athlétisme, où là, au début, je m'entraînais tous les jours, j'adorais faire des footings, notamment avec mon grand-père, on n'arrêtait pas, surtout l'été, footing tous les jours. Et puis après, de l'athlé, 2-3 fois par semaine, parfois plus quand c'était des vacances, des fois moins parce que j'avais déjà des blessures, des choses qui se passaient pas comme prévu. Je me disais, est-ce que c'était normal ou pas, mais bon. Voilà. Et puis après la muscu, où je m'entraînais toujours au moins 4, 5, 6 fois par semaine, parfois plus. Mais voilà, il y avait toujours une moyenne d'entraînement. Et donc, on avait ces fameux gains du débutant. Moi, je me souviens, au début, la muscu, je dois avoir mes premiers cahiers d'entraînement chez mes parents. Je sais plus, première séance, je sais plus, peut-être, je vais dire des conneries, hein, mais style, je suis à 10 kilos. Et puis, je force, je sais plus, j'en fais peut-être 10. Et puis, la séance d'après, j'en fais 14. Et puis, comme ça, pendant des mois. Et jusqu'à arriver, je sais plus, à 10 à 50 quelque chose. Et puis après, on avait trouvé un gars sur les forums de musculation, donc qui s'appelait Power Attitude. Après, il est venu sur Superphysique, mais au début, c'était sur Power Attitude, un forum qui n'existe plus, qui était un des 2 premiers forums de muscu. Et il faisait des programmes de développé couché. Et donc, moi, j'aimais bien ce truc-là. Et il m'avait fait un programme, et donc j'avais suivi, et pareil, j'avais bien progressé comme ça, assez rapidement, jusqu'à arriver... jusqu'à temps que je stagne, mes gains du débutant, ça a été jusqu'à 110 kilos au développé couché. Donc voilà, de barre à vide, même pas, à 110 kilos. Et après, voilà, là, ça a été la galère. Là, vraiment, il a fallu se battre pour tout. D'un point de vue de la force, musculairement, c'était pas du tout ça. Pour ceux qui veulent voir, il y a ma vidéo d'évolution, directement sur ma chaîne YouTube. Donc vous tapez Rudy Koya évolution, et puis vous verrez la vidéo. Et au début, voilà, c'était pas la folie, musculairement. Mais bref, on venait avec des antécédents sportifs. Là, Linearity, il vient sans rien du tout. Et donc, il y a quelques gains au début parce qu'il n'est pas habitué à faire du sport, donc voilà, il y a des petits gains, mais ensuite derrière, il n'a aucun potentiel parce qu'il n'y a aucune connexion nerveuse qui a été renforcée, et donc tout est difficile. Et quand on analyse son programme d'entraînement, c'est une catastrophe. C'est le programme parfait pour finir en miettes. Je doute fortement, en plus d'expérience, étant donné que je coach depuis 2006, que je fais de plus en plus de coaching premium, donc ce qui consiste à venir au Superphysique Gym et où j'analyse votre morpho-anatomie, votre analyse articulaire. Bientôt, je ferai une analyse neuroposturale puisque je suis la formation Labo RNP en ce moment. Et si Seb m'écoute, la partie sur les nerfs crâniens, c'est gratiné, hein, va falloir bosser. Bref, et donc j'en vois de plus en plus de gens, et je peux dire que quand on n'a pas d'antécédent sportif, faire un squat arrière, franchement, dans 90% des cas, on va faire un squat qui ressemble à rien. On va prendre beaucoup de risques pour faire des mouvements qui ressemblent à rien, et c'est pour ça que l'une des meilleures phrases que j'ai entendues ces dernières années, c'est « il faut régresser pour progresser », et donc un débutant, on le mettrait plus après analyse ou même sans analyse, si c'est un programme générique sur le net, on va faire du squat gobelet, et progressivement peut-être du squat avant s'il voulait. Et après, on discuterait possiblement du squat avec ce qu'on sait aujourd'hui. Je ne mettrai pas au squat arrière. Mais peut-être des fentes bulgares, de la presse à cuisse, voilà, plein de variantes pour travailler le bas du corps. Après, il fait du soulevé de terre roumain. Alors là, c'est le jackpot quand même. Squat arrière, soulevé de terre roumain et développé militaire, c'est le combo magique pour se détruire rapidement. Surtout qu'un programme, encore une fois, et c'est ce que j'apprends beaucoup à mes élèves PGEPS, ça doit partir d'un bilan à la base. Au mieux, ça doit partir d'un bilan. Et ce bilan, notamment quand vous avez les gens en vrai, là, ce programme, c'est fait par un coach qui voit en vrai, il doit faire un bilan. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux pas faire? Est-ce que tu peux bouger? Est-ce que tu as des douleurs? Voilà. Sinon, c'est pas un programme personnalisé, c'est un programme générique. Et les programmes génériques, il y a beaucoup mieux sur le site Superphysique ou sur l'application SP Training. Bref. Donc là, ce programme, il est destructeur. Donc c'est normal qu'il progresse pas, qu'il ait pas de gain du débutant, parce que là, il passe pas
entre guillemets, beaucoup de temps à développer ses connexions nerveuses. En fait, c'est comme il n'avait pas dans ses séances sportives, il devait tout développer, et comme si son corps entier était un point faible. Et on sait que quand on est un point faible, globalement, ce qu'il faut faire, c'est des répétitions, du volume d'entraînement, pour justement fortifier, c'est pas le mot exact, mais pour bien faire comprendre, fortifier ces connexions nerveuses, qu'il y ait de plus en plus de myéline, que ce soit de plus en plus facile d'utiliser ses muscles. Et comme il le dit, là, il commence à avoir ses premières sensations, signe que justement son réseau nerveux se développe. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et là, il fait très très peu de volume pour chaque muscle. Il fait 3 séries de 8 à 12 de tirage vertical à la poulie, donc de traction à la poulie haute. S'il veut un grand dorsal, il veut être en V de la portion externe du grand dorsal, faut qu'il fasse un peu plus de séries, puis qu'après qu'il fasse peut-être du rowing à un bras avec halter ou à la machine, et puis ensuite dans la même séance peut-être du rowing à la poulie basse avec une prise suffisamment large. Il y a plein de choses à faire. Là, il en fait certainement pas assez, et il fait 4 exercices par séance, plus 2 bonus, mais il fait 4 exercices par séance. C'est pas de l'entraînement. C'est trop peu. Et comme tout à l'heure on parlait cadatrice, un full body au début quand on débute, c'est 6, 7, 8 exos. Un half body, c'est au moins 6 exos, 6, 7 exos, et vraiment important. Donc là, moi le conseil que je peux donner à Linearity, s'il m'écoute aujourd'hui, c'est pas sur un half body, avec au moins 6 exos par séance, et avec des exercices qui ciblent plus tes muscles. Pareil, des tractions pronation, 4 séries de 5 à 8 répétitions. Avant de réussir à utiliser son dos pour faire des tractions, il faut des mois et des mois, voire des années d'apprentissage, à moins d'être très doué, d'avoir des antécédents, d'avoir fait de la gym, comme on peut voir pour certains. Mais sinon, à un débutant, on lui fait pas faire des tractions en pronation, ou alors il va tirer tout sauf avec le dos. Et d'un point de vue, et ça peut s'entendre pour d'autres objectifs, mais si l'objectif c'est de prendre du muscle, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de faire ça. Vraiment, ça n'a pas de sens. Donc tout le programme est à revoir et à jeter à la poubelle. Il y a absolument rien qui va. Vraiment, il y a rien qui va. Il y a pas de travail. Il y a rien. Il manque tout. En fait, c'est difficile, mais voilà. Donc le programme ne va pas et il y a pas de lien du débutant parce que tu débutes complètement l'activité sportive et c'est normal parce que t'as pas de, comme dit Daniel Coyle, le talent c'est la répétition et en fait t'as pas de répétition. Donc pour l'instant t'as pas de talent. Mais heureusement t'as 23 ans. Et à ton âge, t'es pas encore en vieillissement, et donc tu vas construire beaucoup de connexions, beaucoup plus facilement que quand on est plus vieux, même si après on continue à en construire, c'est juste qu'on perd plus vite ce qu'on n'entretient pas. On le perd beaucoup plus vite, alors qu'à 23 ans, on perd pas trop vite. Et sinon, je finis là-dessus, c'est pas la bouffe qui te limite, là c'est l'entraînement qui va pas du tout. L'entraînement, un bon entraînement, c'est quelque chose qui doit te donner faim. Ça doit te donner faim, alors bien sûr pour certains, il faut forcer. J'en parle dans le guide de la prise de masse naturelle, qui est un de mes livres, que je propose sur rudicoya.com. D'ailleurs, ceux qui commandent actuellement, j'enverrai à partir du 26, parce que je rentre le 23 de Libourne et que j'ai pas les livres avec moi. Mais donc, ils seront envoyés le 26, donc juste après Noël, comme ça, je suis sûr qu'ils arrivent. Et comme d'habitude, ils seront dédicacés personnellement. C'est moi avec mes petites mains en plus qui le dédicace et qui va à la poste ensuite. Donc c'est vraiment de l'artisanat. Bref, donc là, l'entraînement va pas. Et c'est ce qui fait que c'est pas le problème de la diète. Et en même temps, les gains du débutant, ils sont surestimés aujourd'hui pour beaucoup. Ils existent pratiquement plus parce qu'il n'y a pas d'antécédents sportifs. Voilà, Linearity, rien malheureusement de très surprenant. Il faut se méfier de ce qu'on peut entendre un peu partout. C'est souvent des conneries. Et t'as bien fait de venir sur les forums Superphysique. Voilà, comme ça maintenant, ça va être beaucoup mieux. Alors, une autre question qui va un peu dans le même sens, c'est le Quadra qui dit: est-ce que tu penses que certains corps ne sont pas faits pour la musculation dans un but d'hypertrophie et n'iront que vers une faible progression ou des blessures? Certains ont un corps fait pour l'endurance et d'autres des efforts courts et les tendons et articulations qui vont avec. Eh ben écoute, c'est un excellent sujet parce que c'est exactement ce que je crois et ce que mon expérience m'a démontré. Comme je disais, j'ai entraîné des milliers de personnes et j'ai bien vu, je vois toujours des grosses différences de réponse à l'entraînement. Comme je disais tout à l'heure sur les études scientifiques, quand on dit voilà la conclusion, on utilise la moyenne, mais on va dire que, je prends un exemple à la con, on va faire 5 séries de 10 au développé couché à 10 gars, voilà, et on va mesurer combien de force ils prennent au développé couché sur leur série, et puis s'ils prennent des pecs, voilà, ils vont mesurer ça, je sais pas comment, mais bref. Et donc là-dedans, ça se trouve tu vas en avoir, et je dis une connerie, 4, il va rien se passer, tu vois, ça va durer 6 semaines. Voilà, ils vont presque rien prendre.
Ou il y en a même qui vont régresser. Il y en a même qui vont avoir mal aux épaules. Voilà, ils vont avoir tous les désagréments, ils vont pas progresser. Ils vont avoir mal aux épaules et ils pourront plus en faire. Voilà. Donc il y en a 4 comme ça. T'en as ensuite 4 qui eux vont progresser un petit peu. Ils vont avoir une progression entre guillemets normale. En 6 semaines, ils vont peut-être gagner 2 à 3 kilos sur le développé couché. En série, voilà, parce qu'ils sont semi-débutants. Et puis qui réagissent bien au 5x10. Et puis comme je disais, il y en a un ou deux, ils vont progresser à fond. Et ensuite, qui vont peut-être prendre, eux, au lieu de prendre 2-3 kilos, ils vont prendre 10 kilos. Et ensuite, ils vont faire la moyenne, ils vont dire, bah alors 10, et puis 4 compris 2, ça fait 8, ça fait 28, les autres, ils ont rien pris, donc sur 10, on divise, et donc ils vont dire, voilà, avec le 5x10, en moyenne, les gens prennent 3 kilos au développé couché en 6 semaines, avec ce format de répétition. Donc voilà comment ça marche. Et donc, évidemment, quand tu lis les études, tu dis, bah ouais, putain, bah voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Sauf que dans la réalité, bah, effectivement, je vois des personnes qui se dépouillent à fond, qui sont vraiment très très sérieux, bah, comme Linarity qui avait vraiment une diète carrée, qui a un programme, même s'il est très perfectible, qui est quand même assez sérieux, a priori sur ce qu'il fait, et ben en fait, qui vont pas réagir, et d'autres qui, avec presque n'importe quoi, c'est le signe noir. Pour ça, j'aime pas trop ce truc-là. J'ai vu passer ça un coup, là, le signe noir, ou moi j'appelle ça la méthode chinoise, le super chinois. C'est le gars, il s'entraîne, il sait même pas ce qu'il fait. Et j'ai souvent des exemples, je vais pas les citer, mais des exemples, je dis, bah tiens, comment ça se fait que tu fais ça, nanana, je pose des questions, comme je suis toujours à la recherche de réponses, et d'ouverture d'esprit pour tester de nouvelles choses, toujours. Sait-on jamais qu'il y ait des secrets que j'ai pas découverts. Et donc, tu poses des questions, et les gars disent, bah je sais pas, je m'entraîne. Ouais, mais comment tu fais pour progresser? Ah bah quand je sens que c'est léger, ça monte, je mets plus. Ok. Et donc moi, je me rappelle mon expérience personnelle, c'est jamais devenu léger. J'ai jamais senti que c'était léger. Même quand je disais tout à l'heure, j'ai eu les gains du débutant, à chaque séance, j'étais déjà sur ce truc de rajouter 1 kilo ou 2 kilos. J'avais déjà une sorte de planification, du moins sur des exercices comme le développé couché ou le squat. Les autres, non. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi je stagnais. Et d'où la création des cycles de progression par la suite. Mais, entre guillemets, moi, il y a des grosses différences, et tu le vois bien d'un point de vue morpho-anatomique. La personne qui a des très très longs bras et des jambes assez courtes, elle est faite pour le soulevé de terre. Ceux qui ont été dans la force athlétique il y a quelques années se souviendront peut-être de Lucien De Faria, qui était un champion, qui est toujours en vie, un champion au soulevé de terre et qui avait fait pratiquement 300 kilos à 60 kilos de poids de corps au soulevé de terre. Le gars était fait pour. Donc tu vois, pareil, si tu analyses la morpho-anatomie des coureurs kenyans, tu vois bien qu'ils ont un tout petit buste, des longues jambes, des muscles courts, beaucoup de tendons, parce que ça aide pour les efforts pliométriques, pour emmagasiner de l'énergie élastique. Et puis ça, comme t'as moins de muscles, ça consomme moins aussi énergétiquement, donc t'es plus résistant à la fatigue, tu dépenses moins d'énergie pour le même effort. Mais ouais, en fait, on dit en moyenne, les gens naissent avec un pourcentage de fibres, si on simplifie en fibres rapides, fibres lentes, bien qu'il y ait plein de déclinaisons possibles. Et on dit, voilà, c'est 50-50 en général, les gens. Non, mais c'est pas du tout 50-50. C'est la moyenne, encore une fois. C'est une moyenne calculée qui veut pas dire grand chose. Parce que t'en as qui vont être peut-être, à 20% de fibres rapides et 80% de fibres lentes. Et à l'inverse, t'en as qui vont être complètement l'inverse. Je dis ça au pif, les chiffres, hein, mais on parle souvent de 50-50 et on n'en sait rien. Et c'est pareil pour les blessures. Moi, je sais que j'ai une tendance. Mon père est comme ça, il a toujours eu des blessures, des trucs comme ça, pas de bol. Je me souviens un coup, il s'était pris un coup, si j'ai pas de conneries, au foot, quand il avait 45-50 ans. Putain, il s'était cassé un truc dans le pied. Putain, ça a mis je sais pas combien de temps à se réparer, il a vu je sais pas combien de spécialistes. Et il a toujours eu des trucs comme ça, en fait. Des fois, il fait rien, puis là, on va dire, c'est le manque de renforcement. D'accord. C'est le manque de souplesse. Ok. Mais, il n'empêche, il y a une propension aussi à se blesser. Il y a des gens qui vont se blesser. Je me souviens, moi, souvent je parle de ça, mais quand j'ai fait de l'athlé, à 10 ans, je me suis claqué, entre guillemets, un mollet. Donc, petite déchirure, stade 1. Maintenant, on dirait ça. Donc, j'avais 10 ans, je me dis, putain, mais c'est bizarre, je courais normal, et d'un coup, clac. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe Et puis après, quand j'ai arrêté l'athlé, en fait, j'ai arrêté parce que je pouvais plus courir, j'avais 2 anthésopathies aux ischio-jambiers. Dès que je lançais un sprint, putain, ça me lançait, je dis, putain, c'est pas possible, je fais rien, et puis, et pourtant, voilà, j'avais pas l'impression, j'avais pas mérité ça, quoi. Donc, tu vois, ensuite, quand j'ai commencé la muscu, je sais plus, au bout d'un an, j'avais mal un peu à l'épaule gauche ou l'épaule droite, quand j'étais développé couché. Et je me souviens que sur les forums Planet Muscle à l'époque, j'en avais parlé. Et donc, Jérôme, donc Michael Goni, m'avait dit, attention à la prothèse d'épaule. Donc, il voulait me faire peur. Moi, j'avais pas de recul sur ça. J'ai dit, ah bon, et tout, les prothèses d'épaule. Tu sais, j'y comprenais rien, quoi. J'ai dit, mais attends, quand même pas, et tout. J'avais déjà mal à l'épaule, tu vois.
Et pourtant, je faisais rien de particulier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Ensuite, c'était ma période où j'ai testé plein de choses. Et donc, où j'ai eu, entre guillemets, ma première hernie discale, mais je savais même pas que c'était une hernie discale quand j'avais 17 ans. Ensuite, je me suis fait le ménisque, tu vois. Ensuite, je m'étais fait une petite déchirure au pec. Et à chaque fois, j'ai pas eu l'impression de forcer trop mon destin pour me blesser. Donc pareil, c'est pour ça qu'il faut se méfier des généralités. Et j'y arrive avec le temps de plus en plus à ça. C'est de me dire que c'est pas parce qu'un tel fait ça que moi je peux le faire. D'un point de vue du sport. Des fois, on me dit, putain, mais tu pourrais t'entraîner, souvent sur l'entraînement, vu que je m'entraîne beaucoup en ce moment, on dit, tu pourrais t'entraîner 3 fois par jour, t'es comme en stage et tout. Je dis, non, mais moi j'aime bien écrire des articles, en ce moment j'en écris pas mal, faire des podcasts, j'aime bien lire, voilà, il y a d'autres trucs que j'aime faire. Je vais pas faire que m'entraîner, même si j'adore ça. Et parce qu'en fait, quand je fais dire 2 entraînements dans la journée, mais je suis rincé. Et des fois, même si j'en fais qu'un, je suis rincé, je suis fatigué, je suis fatigué. Et certains diront, ouais, mais attends, moi je me souviens, je faisais 2-3 entraînements, ça allait bien. Ouais, mais toi, qui n'es pas moi, et moi j'ai envie de croire que j'ai développé une certaine connaissance de moi-même, qui me permet de me dire, voilà, ce qui est pas normal ou pas. Je vais donner un exemple. En ce moment, j'ai un peu mal au tendon d'Achille à gauche, parce que j'ai repris la course à pied il y a un petit moment, et quand j'ai repris, donc il y a quelques mois, c'était cet été, j'avais repris doucement, donc truc classique, je suis pas un bobet, mais j'ai appris, voilà, tu cours 1 minute, tu marches 1 minute, tu cours 1 minute 30, tu marches 1 minute, voilà, des trucs comme ça. Donc, et je sais plus, du 6e séance, j'étais sur des 2 minutes 30, donc rien, je courais peinard, quoi. Et j'ai eu fracture de fatigue du talon à droite. À un moment, je sens quelque chose, je dis, c'est bizarre, ça va passer, puis ça passe pas, et puis à froid, tu sens que t'as mal comme un chien. Et alors là, tu dis, putain, mais j'ai pas cherché le truc. Donc après, qu'est-ce que tu fais? Tu t'intéresses, tu vas chercher des godasses, donc tu changes de godasse. Et puis là, donc j'ai repris tout progressivement, 10 fois 1 minute, tout ça, maintenant je cours bien, entre guillemets. Et puis là que c'est l'autre côté, le tendon d'Achille à gauche, qui commence à tirer. Et pourtant, on va pas dire que je fais un gros volume, ou que je force comme un fou, je suis quand même un adepte de la progressivité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, je vais prendre le taureau par les cornes comme d'habitude, je fais un petit rééduc tout seul, je travaille l'inversion du pied, avec des élastiques, le jambier antérieur, j'essaye de renforcer les mollets, même si ça me tient un peu le tendon, voilà, je fais gaffe de rien faire qui relance, je mobilise la cheville, je fais un peu tout, puis je vois, ça aide un peu, mais je me dis, ça se trouve, il y a un problème dans la façon dont je cours. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je prends rendez-vous avec un spécialiste, parce que certains diront, mais c'est qu'une histoire de renforcement. Oui, mais je veux bien que c'est une histoire de renforcement. Mais bon, mon expérience montre que c'est pas ça. Et donc, je vais voir un podologue, justement, je me renseigne, qui a fait les préférences motrices. Donc, j'en avais fait un épisode avec Mathieu Toulza, mon pote, qui est formateur pour Volo d'Haleine, dans mon podcast Les Secrets du Kayak, que je vous invite à aller écouter. Et d'ailleurs, je peux même vous donner le numéro de l'épisode pour ceux qui veulent gagner du temps. Comme je suis devant l'ordi, Mathieu Toulza, Secrets du Kayak. Je vais même vous dire l'épisode, comme ça vous pourrez aller écouter. C'est l'épisode 40. Et donc, en plus, le titre, c'était « Ne te formate pas à ce qu'on t'enseigne ». Épisode 40. Bref, qui a fait préférence motrice, qui a fait la clinique du coureur, qui a fait un DU en posturologie. Et donc j'y vais, et effectivement le gars me filme en train de marcher, en train de courir, en statique, on regarde les empreintes, ce que ça donne, et on voit qu'à gauche, le pied se pose pas, comme à droite, on voit qu'il y a une différence, et c'est vrai que depuis que je suis gamin, depuis toujours, j'ai toujours eu la cheville gauche, qui était moins souple, entre guillemets moins mobile que la droite. Alors certains vont dire, oui mais c'est parce que t'es pas assez renforcé. Non. Il faut savoir un truc important, c'est que l'anatomie, c'est pas une science exacte. L'anatomie, c'est, si on dit voilà, comment ça se passe, ton pec s'insère ici, ta hanche elle est comme ça, ta cheville elle est censée être comme ça, il n'empêche que chaque individu a des différences, du moins la plupart, entre les deux côtés. C'est-à-dire que tu peux avoir une hanche qui est un peu plus en avant que l'autre. Et c'est pas musculaire, c'est osseux, c'est comme ça, et c'est un peu plus en avant. Le pied c'est pareil, t'en as un qui peut fléchir un peu plus, d'autres un peu moins, y a plein de trucs, déjà sur toi, qui sont pas identiques de chaque côté. Donc moi, les chevilles elles sont jamais été identiques, et en plus, on le voit bien au niveau des hanches, il en parle bien Aaron Orchtig, je sais plus si c'est comme ça son nom, dans son bouquin Milo aux éditions Fortrainer, qui est un super bouquin. Il parle notamment au niveau des hanches. Il dit, un coup j'avais fait pareil, un truc au niveau des hanches pour tester, parce que je voyais bien que, je sais plus ce que j'avais. J'avais mal à un genou, voilà. J'avais mal à un genou il y a quelques années, et j'avais fait une analyse articulaire, et le gars qui me fait l'analyse articulaire au niveau des hanches, il me dit là c'est pas possible, tu as une malformation au niveau des hanches, j'ai jamais vu quelqu'un qui a si peu de rotation interne. Et je dis bon, et je dis je sais pas, alors qu'en externe je suis super. Et c'est vrai qu'après tu t'intéresses aux hanches, et donc tu te rends bien compte que en fonction de l'individu, ta hanche va être plus ou moins antériorisée ou postériorisée. C'est comme ça, c'est comme elle est, et moi elle est très postériorisée, et donc ça implique forcément des grosses différences par rapport à autrui. Mais l'anatomie
C'est comme le reste, c'est une moyenne. On a pris 100 gars, on dit, ah bah voilà, il y en a 50 comme ça, 25 comme ci, 25 comme ça, voilà, bah la moyenne, c'est ça. Ils sont là. Sauf que c'est peut-être pas toi. Et donc c'est pour ça que je milite quand même de plus en plus, notamment pour ceux qui ont mon âge et plus, ou peut-être un peu moins, mais qui sont sensibles à ce discours, à vraiment apprendre les bases, qui sont, voilà, comme je dis souvent, l'anatomie, la morpho-anatomie, l'analyse articulaire et tout ça, un truc voilà que je fais, vraiment à s'intéresser à tout ça, parce que les moyennes ne te concernent peut-être pas, le quadrat. Peut-être que toi, ta norme du moment qui va être amenée à évoluer, n'est pas celle que tu crois. Et donc ouais, il y a des gens, pour l'hypertrophie, tu les vois, moi j'en ai déjà vu, ils ont tous les muscles longs, ils ont de l'influx nerveux, j'en vois un dans ma promo justement à Balaison, on l'appelle Big Mac, voilà, ce sera son petit surnom, Big Mac. Le mec, on a fait son analyse, le mec il est fait pour la muscu. Franchement, le seul truc de cours qu'il a, c'est ses trapèzes moyens et inférieurs qui pourraient être un peu plus larges. Et encore, en chipotant, hein. Et tout est long. Et forcément, le gars, il s'entraîne. Il savait pas trop pourquoi il faisait tel ou tel exo. Il faisait beaucoup de volume d'entraînement. Voilà. Bon, ça, on sait que naturellement, ça va être pas mal, hein. Et le gars, il s'est bien développé. Il fait 160 au coucher. Il doit faire 45 ou 46 de bras. Il est relativement sec. Voilà, il doit faire 200 au squat, 180, truc du style. Mais voilà. Le mec est bien, quoi. Il y a pas, et à l'inverse, t'en as, ils vont être la morphologie kenyane. Donc moi, ce que j'appelle sauterelle dans la méthode super physique, ou dans mon guide de la musculation naturelle, un super bouquin que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies, et vous pouvez offrir à Noël. Donc vous serez pas déçus. Et bref, et donc ils sont sauterelles qui ont des jambes longues, un buste court, des bras longs, et puis comme par hasard, quand t'as des segments longs, t'as les muscles courts qui vont avec. T'as pas les muscles longs, c'est l'inverse. Et donc là, c'est sûr que t'es pas fait pour la muscu. Et comme aujourd'hui la muscu c'est devenu une mode, c'est le nouveau bistrot, tout le monde veut faire de la muscu, alors que t'es peut-être pas fait pour, et que l'épanouissement que tu vas trouver dedans, il va être compliqué. Mais sinon, à un moment où tu sais un peu tout ça, tu comprends que t'es pas comme le voisin, et puis tu t'entraînes pour toi, en essayant d'atteindre, entre guillemets, suivant tes envies, ta motivation, tes objectifs, ton meilleur niveau, ce que tu peux faire au mieux, parce que de toute façon, c'est tout ce que tu peux faire, c'est faire au mieux, en fonction de ce que la nature t'a donné, et bien sûr, après on aime bien les belles histoires du style, il était pas doué au départ, mais il a beaucoup travaillé, il a réussi. Ok, mais il y a aussi ce truc-là de, comment on pourrait dire, le travail va révéler un potentiel. T'es répondant ou pas à l'entraînement. Tu vois, c'est ce truc-là. T'as ton potentiel de base, t'as ta réponse à l'entraînement, et ta réponse à l'entraînement jusqu'à quand? Il y a un moment, t'as épuisé, entre guillemets, comme je dis souvent, ton nombre de divisions cellulaires, et puis tu vois bien que t'es un palier, t'es un palier, quoi. Tu vois bien que... Après, tu peux t'investir plus, tout ça, pour continuer, hein, réduire ce que tu fais à côté, tout ça, c'est toujours pareil, hein. Tu réduis les divisions autour pour les concentrer où tu veux, mais donc bien sûr, on est tous faits plus ou moins. Mon grand-père disait un truc quand j'étais gamin, ça m'avait marqué. Il m'a dit on est tous doués pour quelque chose, le tout c'est de trouver pourquoi. Et voilà. Et après tu t'épanouis. Et après rien n'empêche. Là on parle de muscu, tu fais de la muscu même si t'es pas fait pour. Et c'est quand même moi je trouve ça super plaisant de faire de la muscu, mais même si je suis pas super fait pour à la base, et j'ai dû forcer la nature à chaque fois. Forcer m'investir vraiment drastiquement, et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Moins t'es doué, comme l'inhéritier entre guillemets, plus tu dois t'investir, que ce soit l'alimentation, l'entraînement, améliorer tes connaissances, ne rien laisser au hasard. Et c'est aussi pour ça que Superphysique existe, c'est parce qu'on est dans ce cas avec Fabrice et avec beaucoup d'autres, parce que s'entraîner au petit bonheur la chance, ça marche pas, et quand même il faut plus s'investir. Et quand il y a des gens qui disent c'est toujours les plus maigres qui s'investissent le plus, c'est bizarre, non. Oui, parce qu'en fait quand t'es pas doué, t'essayes de comprendre pourquoi, et t'essayes d'être assez rigoureux sur ce que tu fais, à l'inverse de quand t'es doué, où souvent, surtout quand muscu, il y a pas grand chose à gagner, à moins que tu fasses de la force ou de l'haltéro, mais voilà. On parle pas du bodybuilding parce qu'ils sont tous dopés, ou presque, à moins d'être dans une fédé naturelle, entre guillemets. T'as rien à gagner, donc finalement, tu fais les efforts, t'es rigoureux, tout ça, et puis tu vois bien jusqu'où tu vas. Mais c'est vrai que c'est assez injuste, hein, mais bon, la vie est injuste, j'arrête pas de le dire, personne m'écoute, personne veut l'intégrer. Donc t'as des facilités à te blesser, moi je sais que les blessures, ça peut vite arriver si tu fais le con. Et donc c'est pour ça que souvent, je peux en parler en connaissance de cause, et dire comment je me suis guéri, et ensuite, ça attire des gens qui ont les mêmes blessures, et donc je teste de les guérir, on devrait les soigner en adoptant de nouvelles habitudes, et puis quand ça marche, je vous partage ça, soit dans mes formations, soit dans des articles, soit dans des consultations ou des coachings, encore une fois, premium,
au Super Physique Gym. Donc voilà, le quadra, oui, c'est ça la dure vie, et surtout qu'en plus, on est amené à évoluer, donc c'est pas pour rien que plus tu vieillis, plus les gens vont vers des activités d'endurance, parce que tu perds en plus de l'explosivité. tu perds tout ça, même si ça peut se conserver un peu plus que la dégradation naturelle en faisant de la pliométrie ou des efforts intenses, mais pareil, là, attention à être bien échauffé, voilà. Mais allez, je m'arrête là parce que je vois 58 minutes, le temps est vite passé. Et j'espère que vous avez passé un bon moment, comme d'habitude. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les forums Super Physique. Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur la question de podcast. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec Fabrice, peut-être sans Fabrice, pour un nouvel épisode. Allez, salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez partager votre expérience, ne vous privez pas. C'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont par contre rien à voir avec les sujets abordés, cela se passe directement sur les forums Super Physique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers. Cela se passe sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec bien évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Sur ce, bon entraînement à tous et à la semaine prochaine.